Bonjour à tous et à toutes pour cette deuxième séance de notre cours de linguistique historique et de typologie des langues pour l'Université de Nouvelle-Calédonie. Nous nous sommes vus déjà lors d'une première séance et nous avons un peu parlé de ce qui sera ce cours. Nous allons commencer par un peu un survol d'une question, de questions qui sont indirectement liées à la linguistique historique et à la typologie, qui est celle de la diversité linguistique. La diversité linguistique dans le monde, telle qu'elle est répartie différemment selon les régions géographiques. Dans ce sens, on va parler d'une part de densité linguistique et d'autre part de diversité. On va définir ces notions qui sont similaires mais différentes. Et puis, à la fin de ce cours, nous allons continuer sur un gros plan sur la région Pacifique, avec un survol de la diversité linguistique dans le Pacifique, en tout cas dans la famille océanienne, et notamment le contraste entre l'ère polynésienne et l'ère mélanésienne que nous connaissons. Alors, les langues dans le monde, vous êtes peut-être déjà familier de cette question de la diversité linguistique dans le monde. Peut-être savez-vous déjà à peu près combien de langues existent sur la planète. Le commun des mortels a une idée très très vague de cette diversité des langues. Quand je pose la question autour de moi, j'entends parfois des gens qui parlent, voilà, qui ne sont pas linguistes, hein, et qui vont dire il y a peut-être 200 langues dans le monde, d'autres diront 2000 ou 20 000 ou 2 millions. Eh bien non, on a une idée beaucoup plus précise du nombre de langues sur la planète. Il y a notamment ce site Ethnologue, site américain, qui a essayé de recenser depuis des années l'ensemble des langues du monde, et on est arrivé à ce chiffre de 7117 langues. Donc on peut arrondir à 7000 langues. 7000 langues distribuées comme ça sur les 5 continents. C'est un nombre voilà, qu'on peut juger élevé, notamment quand on pense que la plupart des langues que l'on peut citer, de tête, voilà, le français, l'anglais, l'espagnol, ou bien éventuellement des langues de Nouvelle-Calédonie dont vous êtes familier, on pourra en lister, comme ça, en citer quelques dizaines, peut-être une centaine de noms de langues, mais se dire que en fait on a plus de 7000 langues parlées sur la planète, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Alors évidemment cette diversité des langues, elle est en sursis, puisque de nombreuses langues ont tendance à disparaître ou à être remplacées par des langues de plus grande importance. Regardons un peu la distribution géographique de ces 7000 langues. On voit déjà sur cette carte que la distribution, elle est inégale. Elle est inégale. On a des régions du monde qui sont pauvres en nombre de langues. Les plus évidentes sont d'une part les cercles polaires, c'est-à-dire le nord du Canada, qui est quand même habitable, même de plus en plus. Mais comme on le voit, le nord du Canada a peu de langues. Le Groenland en a très peu, il a une seule langue, qui est l'Inuit, Inuktitut, et également une très vaste région présentant une densité très relative, c'est celle de Sibérie. La Sibérie qui est donc la majorité de la masse continentale asiatique. C'est essentiellement un grand désert ou ce qu'on appelle la toundra et la taïga. Donc c'est une vaste étendue
comment dire, où la population humaine est clairsemée, euh, où a lieu, disons, peu d'agriculture. C'est plutôt des chasseurs-cueilleurs qui sont nomades dans cette région euh, de Sibérie. Donc là, c'est un exemple de région du monde où la diversité linguistique est assez faible, hein, et la densité linguistique. Et un autre exemple, c'est le Sahara en Afrique, donc le désert, où on voit bien que la faible densité humaine se reflète également de manière assez logique dans une faible densité linguistique. Et par contraste, on peut être frappé euh, des zones qui sont fortement riches en langues, en nombre de langues. C'est surtout vrai de la région intertropicale, entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, autour de l'équateur donc. C'est dans cette région intertropicale qu'est concentré le plus grand nombre de langues différentes. On a 75% des langues du monde qui sont, au moins 75%, qui sont parlées dans cette région intertropicale. Alors pourquoi? On pourrait se demander pourquoi particulièrement cette zone autour de l'équateur est-elle si riche en diversité linguistique. euh, Eh bien, on peut émettre certaines hypothèses. Par exemple, je proposerais que les zones intertropicales, du fait de leur température et de leur humidité, sont propices à la fertilité des sols. Fertilité des sols, que ce soit pour des activités agricoles ou horticoles, ou bien pour des activités de cueillette. Eh bien, on a une abondance alimentaire de manière assez naturelle dans ces zones climatiques. Évidemment, il faut faire exception des déserts tels que le Sahara ou la péninsule arabique. Mais à part ça, que ce soit l'Amazonie, l'Amérique centrale, l'Amazonie, l'Afrique équatoriale, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, comme vous voyez, et la Nouvelle-Guinée, le nord de l'Australie, et bien sûr l'Océanie, où nous sommes, vous êtes en tout cas, eh bien, tout cela, ça fait des régions du monde qui sont fertiles et qui se prêtent à l'existence et la coexistence de nombreuses communautés humaines suffisamment, comment dire, ayant suffisamment accès à, euh, à des ressources naturelles pour quasiment fonctionner en autosubsistance, si on veut, ce qui n'empêche pas l'échange entre ces communautés, mais qui permet ainsi la multiplication depuis la préhistoire de communautés diverses, autonomes, et cette forte densité humaine, elle se manifeste euh, sous la forme d'une forte densité en langue, en nombre de langues, qui sont tous ces points sur la carte, un point égale une langue, et mais aussi densité, on verra, en famille linguistique. La distribution géographique, elle est donc très différente entre, par exemple, la zone tropicale, intertropicale, et puis les zones arctiques, par exemple, on a vu. Et une autre manière de voir les choses, c'est la répartition inégale des langues selon les continents. Euh, alors, regardons ces graphes qui se trouvent également sur le site d'Ethnologue, vous pouvez les retrouver. Euh, alors, il y a deux graphiques, hein, examinez-les bien. Le premier ne parle pas de langue. Le premier en haut à gauche, eh bien, rappelle les différentes proportions des populations. Donc, c'est de la démographie. Il y a environ 4 milliards d'habitants dans la zone identifiée ici comme Asie, 1,7 milliard dans la zone dite Europe,
voilà, 887 millions en Afrique. Donc on a à gauche un tableau des populations, voilà, de la richesse démographique des différents continents. Et à droite, un tableau qui, cette fois-ci, parle des langues et compte le nombre de langues par continent. Si on se réfère aux mêmes régions, on voit que l'Asie est le continent le plus riche en nombre de langues, puisqu'il a 2294 langues, suivi de l'Afrique, du Pacifique, la zone Pacifique étant la troisième région la plus riche, si l'on compte le nombre en valeur absolue hein, de langues, suivi de l'Amérique, on parle des langues des Indiens d'Amérique, des langues amérindiennes, avec 1061 langues, même si elles sont souvent très menacées. Et la dernière partie de ce graphique en haut à droite, c'est l'Europe, avec 287 langues comparées donc aux autres continents. C'est un nombre assez faible de langues. L'Europe, même si 287 c'est un nombre qui n'est pas négligeable, comparé aux autres continents, c'est le signe d'une faible densité, surtout si on la rapporte à la population européenne qui est gigantesque. Et on peut faire justement, si l'on fait ce rapport, cette division, on voit que la taille moyenne d'une langue en Europe, c'est-à-dire la dimension d'une communauté linguistique, pour chaque langue, sera en moyenne de 35 000 personnes, sachant que c'est une moyenne bien sûr, donc ça inclut des petites langues minoritaires d'Europe, et aussi des langues beaucoup plus parlées, telles que l'anglais, le français, l'espagnol. Et donc, ce graphique-là, le troisième qui vient d'apparaître, eh bien, il nous montre la différence entre la densité des langues d'un continent à l'autre. Plus un continent sera peuplé pour peu de langues, comme l'Europe, eh bien plus sera élevé le nombre moyen de locuteurs de ces langues. On peut parler de grandes langues, si vous voulez, de langues à fort effectif. Et l'Europe ici contraste fortement avec le Pacifique, puisque si l'on compte tous les habitants du Pacifique, ou plus précisément les habitants du Pacifique qui sont locuteurs de langues du Pacifique, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'évidemment il y a beaucoup de locuteurs du Pacifique qui ne parlent que le français ou l'anglais, par exemple. Eh bien, donc si on se concentre sur les locuteurs de langues indigènes du Pacifique, on peut en compter 6 870 000 locuteurs, ce qui, comparé, on voit ce petit point orange sur le schéma en haut à gauche, c'est une toute petite proportion de la population mondiale. Mais c'est une petite petite partie de la démographie mondiale qui parle quand même 1300 langues différentes. Et c'est ce contraste entre une très faible population, une très faible démographie du Pacifique comparée au reste du monde et un grand nombre de langues du Pacifique qui explique que, en moyenne, eh bien, une langue du Pacifique aura moins de 1000 locuteurs. Et que donc le Pacifique est le lieu de, comme vous le savez intuitivement, d'une grande diversité linguistique, avec beaucoup de langues parlées par des populations relativement réduites. On parle de vitalité linguistique. La vitalité d'une langue, c'est à la fois la question de la force de sa communauté linguistique en nombre de locuteurs,
et également la vitalité, donc dans quelle mesure cette langue est parlée activement ou pas, ou est-ce qu'elle est également soutenue par des infrastructures scolaires, par exemple, éducatives, ou bien si au contraire on parle dans certains cas de langues qui sont menacées du fait qu'elles sont minorisées ou peu représentées dans l'espace public, par exemple. Alors, on pourrait faire tout un cours qui n'est pas notre objet cette année sur cette question de la vitalité des langues. Simplement, je me contenterai de rappeler que les degrés très différents de vitalité entre les langues, entre des très grandes langues actives qui se propagent et d'autres langues plus minoritaires, en fait, c'est tout un ensemble de facteurs différents qui peuvent les expliquer. Il y a des conditions géographiques. On a un peu déjà parlé par exemple, les contrastes entre des régions du monde, contrastes climatiques, contrastes sur la fertilité des terres, par exemple. Ça, ce sont des conditions structurelles profondes. Et d'autre part, il y a l'histoire, évidemment, on ne peut pas échapper à la dimension historique depuis 3000 ans. Les langues, les langues et les sociétés se sont développées de manière différente selon les continents. Au Proche-Orient, en Europe, se sont mises en place des sociétés structurées, horizontales, à forte expansion en fait territoriale. Et d'autres langues, en revanche, se sont plutôt développées sous la forme d'une économie localisée, avec, voilà, si l'on pense à des langues en Amazonie, au centre de l'Afrique, ou ailleurs, donc avec des modes de production économique très différents. Évidemment, la colonisation et plus récemment la mondialisation ont eu un impact divers sur des impacts importants sur la vitalité des langues, favorables pour certaines langues et défavorables pour d'autres. Aujourd'hui, de nombreuses langues sont menacées de disparition, des langues en danger. Alors, certains sites, comme Ethnologue justement, et d'autres, proposent des chiffres, même si c'est quelque chose qui est complexe à quantifier ou à prédire, à savoir est-ce qu'une langue est en danger. Mais en gros, Ethnologue parle de 3000 langues sur les 7000, c'est-à-dire environ 40% des langues qui seraient menacées à court terme. Si on regarde cette carte des langues en danger, eh bien, on voit que certaines régions sont particulièrement concernées. Il y a d'une part les langues d'Amérique du Nord qui ont été très très mises à mal par évidemment l'histoire des 3 derniers siècles en Amérique. Nous avons donc l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et puis entre autres, et puis la zone Asie-Pacifique, plus précisément Asie du Sud-Est, Mélanésie et Australie, voilà, qui est une autre zone déjà de forte richesse linguistique, on l'a vu, et en plus ce sont des langues qui en moyenne sont parlées par des populations de faibles effectifs, et donc ce qui rend ces langues d'autant plus vulnérables. Alors je voudrais proposer un aperçu, disons un gros plan sur la zone Pacifique, et afin de discuter ensemble de la densité linguistique et d'autre part de la diversité de ces langues dans la zone océanienne qui nous intéresse. Je vais me concentrer, je ne parlerai pas ici, prochainement nous parlerons des langues australiennes ou papoues. Cette fois-ci, regardons simplement les langues d'une seule et même famille, la famille austronésienne, et même plus précisément les langues océaniennes.
langues océaniennes, auxquelles appartiennent toutes les langues kanak et toutes les langues polynésiennes, voilà. Donc, ces langues océaniennes, elles sont distribuées géographiquement de manière assez inégale dans le Pacifique. Comme on peut le voir ici, nous avons dans le triangle polynésien des archipels entiers qui peuvent être parfois des États modernes, tels que la Nouvelle-Zélande par exemple, ou Tonga, et bien sur un vaste archipel où eh bien, nous avons souvent pas plus qu'une seule langue. Par exemple, malgré le nombre important d'îles habitées à Hawaï, eh bien, finalement, c'est une seule langue polynésienne s'est développée à Hawaï, qui est le hawaïen. À Samoa, une seule langue, le samoan, qui est la langue du Pacifique la plus parlée, parmi les langues indigènes du Pacifique, c'est le samoan, avec environ 400 000 locuteurs. Les îles Cook, une seule langue, Tonga, une seule langue, la Nouvelle-Zélande, une seule langue également, malgré la taille gigantesque de la Nouvelle-Zélande, c'est le maori. Donc ça, c'est assez frappant. La Polynésie française, qui est un très vaste territoire, est un peu plus riche en termes de langues, puisque lorsque j'ai coécrit l'Atlas linguistique de Polynésie française avec mon collègue Jean-Michel Charpentier, eh bien, nous avons, enfin c'est surtout Jean-Michel Charpentier qui a fait du terrain et qui a réuni énormément de données sur une vingtaine de points différents de la Polynésie française, mais on a bien vu que même si nous avions fait, Jean-Michel avait fait 20 points d'enquête, donc comme 20 dialectes dans la Polynésie française, ça ne voulait pas dire qu'on avait recueilli ou mis en évidence 20 langues différentes, car il y a beaucoup d'intercompréhension d'un dialecte à l'autre, et notre conclusion était que la Polynésie française comporte 7 langues différentes, telles que le tahitien, le marquisien, le mongarévien, l'austral, le loutou, etc. Et donc ce sont ces 7 langues de Polynésie française quand nous avons présenté, comme vous pouvez le voir sur mon site, vous pouvez télécharger cet atlas librement, et bien montrer à la population de Polynésie française qui n'était pas toujours consciente que c'est un territoire qui comporte 7 langues différentes, ça a été perçu souvent localement comme une étonnante richesse, c'est-à-dire on n'a pas une seule langue, ni deux, ni trois, on en a 7 en Polynésie française. Simplement, ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a des nombres de langues, si vous voulez, pour chaque archipel, du côté polynésien du Pacifique, qui sont des nombres assez bas, vous voyez, moins de 10 langues pour chaque archipel. Sinon, on va du côté de la Micronésie, on est plutôt dans une configuration similaire au profil polynésien, c'est-à-dire le vaste archipel de Marshall ne possède qu'une seule langue, Marshallese, qu'on appelle Marshallese. Kiribati également est un archipel extrêmement extrêmement vaste du point de vue territorial. Il est étalé sur des milliers de kilomètres, mais une seule langue est indigène de cet archipel, voilà. Et qu'on appelle Kiribati ou bien Gilbertese. La fédération, les États fédérés de Micronésie sont un peu différents puisqu'on a quand même 18 langues. Voilà. Donc là, on a un profil qui devient un peu différent. Mais alors, rien n'est pareil dès qu'on arrive en Mélanésie. Et je ne vous parle même pas des langues papoues, je ne vous parle que de la partie océanienne de Mélanésie. On a 28 langues en Nouvelle-Calédonie, les langues kanak. 78 langues aux îles Salomon. Et 280 langues en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui est gigantesque. Je rappelle une fois de plus que ce sont seulement les langues océaniennes de ce pays, sachant qu'il y a environ 500
langues papoues en plus. Les langues papoues ne sont pas océaniennes, elles ne sont pas austronésiennes. Nous allons en reparler plus tard. Et le Vanuatu que je connais bien puisque c'est là que j'ai beaucoup travaillé, le Vanuatu a pas moins de 138 langues au total dans son archipel. En valeur absolue, 138 langues, c'est la moitié des langues océaniennes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais c'est quand même spectaculaire du fait de la taille réduite du Vanuatu et de sa population qui n'est que de 0,3 millions d'habitants. C'est ce qui fait, donc ce nombre de 138 langues, c'était le total auquel nous étions arrivés dans une publication il y a quelques années. Eh bien, c'est le record mondial de densité linguistique. 138 langues pour 0,3 millions d'habitants. Ces chiffres sont faramineux au niveau de la Mélanésie, que ce soit le Vanuatu, la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie. On est dans une très très forte densité linguistique dans cette partie sud-ouest du Pacifique, de la zone austronésienne du Pacifique. On voit que dans cette région, chaque langue est parlée par une population réduite, entre 1000 et 2000, 3000 locuteurs maximum pour chaque langue. Et on est dans des environnements qui sont multilingues, qui sont très particulièrement riches en langues différentes. Et comme on va le voir dans quelques minutes, c'est une région aussi à la forte diversité interne, diversité linguistique, on va le voir. Et cette région du sud-ouest du Pacifique, la Mélanésie, eh bien, s'oppose à ce que nous avons vu pour le triangle polynésien, une ère de faible densité linguistique, dans laquelle chaque langue est parlée par une population importante, d'accord. Donc le samoan avec 400 000 locuteurs, le tahitien avec 150 000 locuteurs. Ce sont des chiffres qui n'ont rien à voir avec les chiffres que nous avons en Mélanésie. Ce qui n'empêche pas que le tahitien est une langue en danger, hein, fortement, disons, menacée par l'hégémonie de la langue française, c'est sûr. Mais elle est quand même, on est dans des ordres de grandeur assez différents. Et en Polynésie traditionnelle, avant même la colonisation, on était dans des régions où il a toujours été traditionnellement commun de vivre dans un environnement monolingue. On n'est pas du tout comme en Mélanésie où un individu va être typiquement entouré de nombreuses langues, y compris dans sa propre famille. On a la langue de papa, la langue de maman, la langue de plusieurs langues dans le même village. Ça, c'est typique de Mélanésie. En revanche, en Polynésie, on a normalement un environnement monolingue et une diversité linguistique interne qui est limitée. J'y viens dans une minute. Alors, densité et diversité. J'ai prononcé ces mots de densité et de diversité. Je vais les préciser maintenant. La densité linguistique, c'est le nombre de langues rapportées à une population. D'accord ? Donc on a vu au début de ce cours que l'Europe, par exemple, a une faible densité linguistique, ce qui veut dire que pour une certaine population, on aura relativement peu de langues, et donc le corollaire logique, c'est que chaque langue aura de nombreux locuteurs. On peut appeler ça par raccourci des grandes langues, évidemment sans jugement de valeur. Et à l'inverse, le Pacifique ou l'Amazonie, par exemple, ou d'autres régions, sont caractérisées par une forte densité. Comme je disais, la plus forte densité linguistique au monde, hein, c'est le Vanuatu, avec 138 langues pour 300 000 habitants, dont on peut faire, si on veut savoir, calculer quelle est la taille de chaque langue, on pourrait tout simplement diviser le nombre d'habitants du Vanuatu par 138. La vérité, c'est que ce ne sont pas ces 300 000 habitants qui ont connaissance d'une langue vernaculaire. Il y a beaucoup qui
de nos jours, vivent dans les villes, Port Vila ou Santo, et qui aujourd'hui parlent bislama, qui est créole à base anglaise, comme que vous connaissez sans doute, le bislama. Eh bien, finalement, ce sont que 190 000 locuteurs de langues autochtones qui vivent au Vanuatu aujourd'hui, d'après le recensement. Et si on divise 190 000 par 138 langues, cela nous donne en moyenne 1400 locuteurs par langue. C'est une forte densité, c'est-à-dire le faible, comme vous avez compris, la densité sera forte lorsque le nombre de locuteurs par langue sera réduit en moyenne. On peut même aller plus loin et observer que le Vanuatu a une démographie qui est particulièrement rapide, en croissance depuis quelques décennies. Quand j'ai commencé mes premières recherches au Vanuatu, on ne parlait pas de 300 000 habitants, mais de 200 000. Hein. C'est au cours des 20 dernières années que j'ai vu le Vanuatu passer de 200 000 à 300 000, ce qui est gigantesque. La vérité, c'est qu'on a les traces d'un recensement de 1967, à l'époque où le Vanuatu s'appelait les Nouvelles-Hébrides, et le recensement avait comme résultat non pas 300 000 habitants ni 200 000, mais 78 000. Or, il faut se dire que les 138 langues que nous avons pu recenser en 2015, eh bien, forcément, elles existaient déjà à cette époque. Autrement dit, le Vanuatu, aujourd'hui en moyenne, on peut lui donner 1400 locuteurs pour chaque langue, mais à une époque où la démographie avait été beaucoup plus faible pour diverses raisons, notamment les épidémies du début du XXe siècle et autres, eh bien, la population du Vanuatu, qui avait 78 000 habitants, mettons que tous ces gens parlaient une langue vernaculaire, eh bien, on a donc eu à une époque un archipel qui avait en moyenne 565 locuteurs par langue. Autrement dit, la densité linguistique du Vanuatu, qui est impressionnante aujourd'hui, l'était encore plus il y a 50 ans. Par contraste, on a parlé de la Polynésie, je vous ai parlé de la Polynésie française qui a 7 langues pour 200 000 habitants de Polynésie française, mais si l'on regarde les recensements, ce ne sont malheureusement pas 200 000 habitants, ce ne sont pas tous les habitants de Polynésie française qui parlent des langues polynésiennes, loin de là, mais seulement 57 000 d'après le recensement de 2009, eh bien 57 000 personnes en Polynésie française sont locuteurs de langues autochtones, de langues de Polynésie. Cela nous donne, si on fait une simple division, environ 8200 locuteurs par langue. Voilà comment on peut mesurer la densité linguistique et contraster effectivement que même aujourd'hui où pourtant les populations locutrices de langue polynésienne sont assez affaiblies par rapport à ce qu'elles ont pu être il y a 100 ou 200 ans, eh bien, on voit bien que le contraste entre la Mélanésie illustrée ici par le Vanuatu et la Polynésie française est assez marqué. Alors, vous demandez peut-être, et la Nouvelle-Calédonie? Eh bien, la Nouvelle-Calédonie, elle occupe une place intermédiaire entre les deux extrêmes Vanuatu et Polynésie française, puisque d'après les chiffres que j'ai trouvés, eh bien, en Nouvelle-Calédonie, nous avons 270 000 habitants, mais selon le recensement que j'ai vu, eh bien, 69 600 locuteurs, 69 600 habitants du territoire de Nouvelle-Calédonie sont locuteurs de langue kanak. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas, malheureusement, de tous les habitants de Nouvelle-Calédonie. Or, si c'est ce chiffre que l'on retient, eh bien, on a un nombre de 28 langues qui est impressionnant dans l'absolu, même s'il est plus faible que celui du Vanuatu, et 70 000 locuteurs parlant 28 langues, c'est en moyenne 2500 locuteurs par langue. Donc voilà comment on peut mesurer et comparer les différentes densités linguistiques des différents territoires du Pacifique.
on évitera de confondre la densité linguistique, qui est purement, si vous voulez, démographique, avec la diversité. Là, je vais parler de diversité au sens de la diversité qualitative, c'est-à-dire le degré de différenciation linguistique qui existe entre les langues. Et ça, ce ne sont pas seulement des chiffres, ce n'est pas un simple recensement qui peut nous donner ce résultat, c'est une appréciation qualitative que les linguistes que nous sommes euh, peuvent proposer, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'évaluer à quel point des langues se ressemblent et à quel point elles sont différentes. Donc ça, contrairement à la densité où on peut donner des nombres précis, on peut calculer le nombre de locuteurs par langue, en revanche, la diversité linguistique, c'est quelque chose qui pourrait se mesurer, mais qui demande beaucoup plus, qui est beaucoup plus complexe, si vous voulez, à mesurer. Est-ce qu'on va comparer la phonétique, est-ce qu'on peut comparer les langues en fonction de leur vocabulaire, de leur grammaire, et si oui, si on compare les grammaires des langues, comment on va chiffrer ça? Donc ça, c'est pas aujourd'hui qu'on va forcément donner une réponse définitive à cette manière de mesurer la diversité. En revanche, on va pouvoir, même avec quelques échantillons, bref, on va pouvoir évaluer un peu la diversité linguistique, par exemple, dans le Pacifique. Or, justement, ce qui va nous intéresser, c'est de voir que la Polynésie et la Mélanésie s'opposent non seulement par la densité linguistique qui est différente entre ces deux régions, mais également par les degrés différents de diversité linguistique. Les langues polynésiennes, en effet, sont très similaires les unes aux autres. Évidemment, elles sont différentes les unes des autres, puisque ce sont des, quand même, on a des langues bien différentes. Hein, sinon, on parlerait de dialectes si elles étaient suffisamment proches pour se comprendre, pour l'intercompréhension. Donc, on a bien des langues polynésiennes différentes, mais malgré tout, lorsqu'on les compare, on va trouver un fort degré de similarité entre les langues polynésiennes et par conséquent un faible degré de ce qu'on peut appeler la diversité. Il y a peu de diversité au sein des langues polynésiennes, c'est un ensemble plutôt homogène. Par contraste, les langues mélanésiennes de l'ère océanienne, hein, parce qu'on pourrait parler des langues mélanésiennes de Papouasie qui sont encore plus incroyablement diverses. Mais même si on se concentre uniquement sur les langues océaniennes de la Mélanésie insulaire, qui inclut les îles Salomon, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, eh bien on va trouver non seulement qu'elles sont plus nombreuses, ça c'était la densité, il y a beaucoup de langues différentes, mais en plus qu'elles ont un degré de diversité linguistique époustouflant. Beaucoup plus d'hétérogénéité. Alors, regardons d'abord les langues polynésiennes. Ici, c'est un extrait du site qui s'appelle ABVD, Austronesian Basic Vocabulary Database, qui se trouve sur Internet. Donc, ce sont des listes de vocabulaire dans toutes les langues austronésiennes que je sache, dans énormément de langues austronésiennes et même des langues non austronésiennes, pour ce qui est de ce qu'on appelle le vocabulaire de base ou le vocabulaire fondamental, celui de la liste de SWADEF. Donc ça va être une centaine ou 180 je pense sur ce site, termes de vocabulaire, ce sont des listes de mots, mais comparatives. D'accord? Donc là je prends juste un seul exemple, le mot qui veut dire femme. Donc, vous voyez la glose au milieu de chaque tableau, c'est-à-dire qui va être soit en français femme ou woman. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que on a différentes formes. Là, ce ne sont pas toutes les langues polynésiennes. Hein. Au total, le nombre de langues polynésiennes s'élève à environ 35 langues, ce qui est moins qu'on pourrait croire. Donc, il y a 35 langues polynésiennes sur la planète. Ici, il y en a peut-être la moitié qui sont représentées sur cette image. Comment dit-on femme dans différentes langues? Eh bien, vous voyez qu'on a des formes comme wahine, fafine,
Fafine, on a plusieurs fois Fafine, Hahine, Fafine à nouveau, Fafine, on a une forme apparemment qui peut avoir une forme T, mais sinon c'est Fafine, Papine, Anuta, Vehine, Wahine, Ahine, Ahine. Alors certes, on voit de la différence entre ces différentes formes, mais malgré tout, il faut bien reconnaître que ces formes-là, qui veulent dire, qui ont tous le sens du mot femme, se ressemblent, elles ont toutes, je vais dire un air de famille, c'est même beaucoup plus qu'un air de famille, enfin c'est essentiellement presque la même forme, à une ou deux modifications près du côté des consonnes. Voilà. Toutes ces langues polynésiennes reflètent une forme que l'on peut reconstituer en proto-polynésien sous la forme Fafine. D'accord on va voir dans ce cours comment reconstruire des proto-langues. Cette forme Fafine, elle peut elle-même, donc en proto-polynésien, elle a comme ancêtre un mot qui est dans la langue ancestrale, le proto-océanien, qui serait de forme papiné. Donc vous voyez que cette forme piné ou papiné aura eu un changement phonétique pas très compliqué, c'est-à-dire le P qui devient F pour arriver au proto-polynésien. Et après cela, depuis le proto-polynésien, quelques autres modifications phonétiques, mais minimes, c'est-à-dire des F qui deviennent V, des F qui deviennent H. Voilà, Vahine, des choses comme ça. Ça, c'est typique de la famille polynésienne, la sous-famille polynésienne. On voit que les langues polynésiennes sont généralement conservatrices et qu'elles présentent très peu de diversité interne. Comparons cela maintenant avec des langues de Mélanésie. Je ne peux pas vous les montrer toutes puisqu'elles sont très nombreuses, 400 langues environ océaniennes, des langues océaniennes de Mélanésie. Donc juste un petit échantillon ici pris un peu au hasard au nord du Vanuatu, d'accord, qui est la région que je connais. Comment dit-on femme? Donc toujours cette même liste de vocabulaire. Eh bien, on voit en bas de cette liste des formes comme momo, pira, lepne, lertar et tavat. Y compris lertar et tavat, vous notez que c'est dans la même langue. Le nessé, donc le nessé, qui parlait à Santo, eh bien, il a deux synonymes pour dire femme, et l'un est lertar, l'autre tavat. Nous avons l'epne pira, qui est la langue araki que j'ai enregistrée avec les derniers locuteurs de l'Araki. Effectivement, femme se dit pira. Et nous avons également dans l'île de Pentecôte, notamment à Pma, nous avons des formes comme Vamat, Essen, Yemat, Ziamat. En léméri, c'est Rengé ou Kwekweri. Là, à nouveau, une seule langue et une seule langue, le léméri, dont j'ai enregistré le dernier locuteur. Donc il n'y a plus qu'un seul locuteur léméri, mais il y a deux mots pour femme. Aucun de ces deux mots d'ailleurs ne ressemble au proto-océanien papiné, comme vous remarquez. Il y a quand même, de manière intéressante, 2-3 langues au Vanuatu qui ont gardé des formes, des mots qui ont clairement pour ancêtre ce proto-océanien papiné. Donc en raga, qui est la langue du nord des Pentecôtes, nous avons vavine, nous avons havin, nous avons viaven à André. D'accord? Donc on a quelques mots qui se comptent sur les doigts d'une main, où le lien avec la racine proto-océanienne est encore clair. Dans certains mots, on peut reconstituer, si on fait de la linguistique historique, eh bien, on peut retrouver également la racine proto-océanienne. Par exemple, le hiu, la langue la plus au nord du Vanuatu, que j'ai étudié, eh bien, pour femme, on dit Yekwen. Yekwen ne ressemble pas vraiment à Fafine ou pas, mais on peut démontrer historiquement que ce mot-là comportait un suffixe vine qui effectivement est lié à fine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et puis il y a 2-3 autres exemples, un motlap, un bouveni avec cet élément final qui rappelle fine ou lepne. J'arrive à la conclusion. D'abord, pour
après avoir vu un peu le Vanuatu, un petit coup d'œil du côté de la Calédonie, toujours pour le sens femme. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, des formes très différentes à nouveau. Mou en Niua, en Belep, c'est Jama, peut-être. C'est Wenden en point-point. En Diawé, c'est Nemo. Et en Fouaï, c'est Non. Donc, à nouveau, une forte diversité qualitative, sur la diversité des formes phonétiques ou lexicales de tous ces mots qui ont pourtant le même sens et qui proviennent d'un seul et même ancêtre, proto-océanien. Donc c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les langues océaniennes de Mélanésie, on n'a même pas regardé pour l'instant les langues papoues, qui sont encore plus diverses. Même si on se concentre uniquement sur les langues océaniennes de la Mélanésie, eh bien, on constate une forte diversité, malgré leur origine commune. Et cette diversité, si on veut la reconstruire, si on veut l'expliquer, eh bien, il y a deux pistes à suivre. Une, c'est celle des changements phonétiques, qui peuvent être spectaculaires. Vous vous souvenez, le polynésien tout à l'heure, c'était des formes qui reflétaient un mot fafiné et qui n'avaient quelques changements phonétiques très limités, pas spectaculaires. Un F qui devient V, du point de vue phonétique, c'est juste une sourde qui devient sonore, il n'y a rien de spectaculaire. Alors qu'ici, on a des formes où effectivement on a un lien étymologique qu'on peut retrouver avec la racine proto-océanienne pour dire la femme, d'accord, qui est donc papiné, mais le changement phonétique et le changement morphologique également a complètement camouflé cette origine commune et on a des formes aussi diverses que Nalkurin ou Essin, Lepne, Yukwen qui intègrent, si vous voulez, cette racine-là, mais de manière assez opaque. Et puis la deuxième piste, la première piste sont les changements phonétiques, puis l'autre piste sont les innovations lexicales qui font que il y a d'autres racines qui n'ont rien à voir avec le proto-océanien papiné, encore, qui ont remplacé, c'est ce qu'on appelle du remplacement lexical, la forme étymologique, et désormais des formes comme momo ou pira ou lertap sont devenues le mot normal pour dire la femme dans certaines langues mélanésiennes du Vanuatu, et il s'est passé de même pour les langues kanak, comme nous voyons ici. On a donc un phénomène historique. Puisqu'on sait par ailleurs, on peut quand même montrer que toutes ces langues ont un ancêtre commun qui est le proto-océanien. Donc on a quelque chose que l'on doit décrire comme un phénomène de diversification. On a aujourd'hui en synchronie ce qu'on observe, c'est une grande diversité phonétique, diversité lexicale de toutes ces langues. Mais puisqu'on est parti d'une seule et même langue, le proto-océanien, eh bien, cette diversité de mosaïques linguistiques que l'on observe aujourd'hui, il faut l'expliquer comme un processus de diversification à partir d'une seule langue qui s'est diversifiée au cours des siècles, en 3000 ans, du proto-océanien jusqu'à aujourd'hui, une diversification qui est particulièrement spectaculaire dans la région mélanésienne du Pacifique, et diversification que l'on ne retrouve absolument pas à ce point du côté de la Polynésie. Je terminerai ce cours en essayant de proposer des pistes pour expliquer cette diversité mélanésienne. C'est un des thèmes qui m'intéresse en fait depuis des années. Plusieurs auteurs ont tenté d'expliquer ce phénomène depuis 50 ans quasiment, et je pourrais vous proposer des pistes de lecture si ça vous intéresse, et notamment des articles. Il y a 2 ou 3 articles que j'ai écrits moi-même sur cette question de la diversité. Comment peut-on expliquer un tel degré de diversification? Et à vrai dire, j'ai des pistes, des hypothèses explicatives, mais
On en est encore au début de la compréhension de ce phénomène qui est si extrême en Mélanésie. Il y a des zones du monde qui sont également connues pour leur diversité. Je pense aux langues du Caucase. Comparé à l'Europe voisine, les langues du Caucase sont incroyablement diverses. Il y a les langues des régions d'Amazonie, des langues de Californie, tout ça. On va en reparler avec la question des familles linguistiques. On a des zones de forte diversité. Peut-être ce qui est le plus spectaculaire pour la Mélanésie insulaire, celle qui parle des langues océaniennes, c'est que on ne peut pas tout expliquer par une diversité ancienne, vous voyez, qui serait du fait du mélange de plusieurs familles. Dans le Caucase, on a ça. La diversité du Caucase, c'est parce qu'on a plusieurs familles linguistiques qui se mélangent, qui sont très enchevêtrées. La Papouasie, c'est un mélange de très nombreuses familles linguistiques, on va le voir. Donc là, on a des diversités, dans les exemples que je cite, qui est de la diversité génétique, ou pour être plus précis, phylogénétique. Philo avec un grec, donc la diversité de familles linguistiques différentes. Et là, presque par définition, quand on a plusieurs familles linguistiques qui se rencontrent, eh bien, on va avoir une diversité presque dès le départ. Ce qui est le plus spectaculaire, je pense, du côté de la Mélanésie, des langues de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu, c'est que toutes ces langues ont un seul et même ancêtre, le proto-océanien, et donc on n'a pas une diversité qui était donnée dès le départ comme une diversité génétique, phylogénétique, mais on a une diversité acquise, celle d'un processus historique de diversification. C'est absolument passionnant et spectaculaire. Comment l'expliquer? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous propose trois pistes. Celle d'une part, de comparer la profondeur historique, si on compare entre la Mélanésie et la Polynésie, question de profondeur historique, de structure sociopolitique et d'attitude sociolinguistique. Alors, la profondeur historique, c'est simplement pour rappeler que la Polynésie, notamment le triangle polynésien, a un peuplement qui est plus récent que celui de la Mélanésie. Certes, comme vous le savez sans doute, le peuplement de Tonga et Samoa est très ancien, il date de l'époque Lapita. Il est très ancien, donc il date d'il y a 3000 ans. Cependant, autant qu'on sache, eh bien, les Austronésiens qui ont peuplé la région de Tonga-Samoa, ils sont restés pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles. C'est là que s'est développée la langue proto-polynésienne. Et ils se sont aventurés de manière progressive dans les autres régions du Pacifique. Et certaines des zones du triangle polynésien ont été peuplées tardivement. Certaines régions, je pense en Polynésie française, d'après ce qu'on sait aujourd'hui de l'archéologie, on en est aussi au début, mais pas avant le 8e siècle après Jésus-Christ. Donc peut-être quelque chose comme 2000 ans, quasiment 2000 ans après Lapita, après les premières arrivées à Tonga. Il a fallu 2000 ans pour qu'on atteigne la région certaines régions des Tuamotu par exemple, ou de Mangareva, et également la Nouvelle-Zélande a été peuplée très tardivement, peut-être 12e siècle après Jésus-Christ. Donc, pourquoi je parle de cette profondeur historique? Parce que on peut imaginer l'argument, qui n'est pas faux, qui est que si les langues polynésiennes se ressemblent à ce point, on a vu Fafine, Vahine, c'est-à-dire comment l'expliquer? Eh bien, une partie de la réponse, c'est la profondeur historique qui est relativement faible du côté de la Polynésie, puisque
les Polynésiens se sont dispersés au cours des 1500 dernières années. Enfin, voilà, ça dépend beaucoup de quelle région on parle. Mais la profondeur temporelle qui aurait permis aux langues de se diversifier est beaucoup plus faible. Ce sont parfois que à peine 1000 ans. Et cela peut expliquer, c'est une des raisons pour expliquer que les langues polynésiennes n'ont pas eu le temps, si on veut, de se diversifier énormément, d'autant que les communautés, les sociétés polynésiennes sont souvent restées en contact très longtemps. Donc il ne s'agit pas seulement de dire que les premiers peuplements dans telle région datent de 900 après Jésus-Christ, mais si pendant 300, 400, 500 ans, les contacts ont continué entre, mettons, les îles Cook et les îles de la Société, eh bien, ces contacts entretenus pendant très longtemps ont continué à favoriser une homogénéité des langues polynésiennes. Elles avaient moins de pression, enfin, moins de liberté pour changer. Et plutôt une pression pour rester homogène, puisqu'on continuait à entretenir des contacts entre les sociétés polynésiennes, même très éloignées, à travers des voyages maritimes au long cours qui sont si impressionnants du côté des Polynésiens. À l'inverse, les Mélanésiens, alors il faudrait voir le détail également archéologique, mais essentiellement, on sait que la Mélanésie insulaire a été peuplée très tôt, dès l'époque Lapita, donc il y a environ 3200 ans, 12e siècle avant Jésus-Christ. Alors ensuite, il y a eu peut-être des vagues de peuplement. On en est vraiment au début de comprendre l'histoire exacte de la Mélanésie, mais l'idée c'est que en 3200 ans, les langues mélanésiennes ont eu beaucoup plus de temps pour se diversifier que les langues polynésiennes. Ça peut être un élément de compréhension, mais je ne pense pas que cela suffise à expliquer le contraste spectaculaire entre l'homogénéité des langues polynésiennes et l'hétérogénéité interne des langues mélanésiennes. Un deuxième élément de compréhension, c'est ce qu'on peut appeler la structure politique ou la structure de la société qui est assez différente entre le monde polynésien et le monde mélanésien. Donc ça a été beaucoup étudié depuis l'article de Marshall Salins notamment, et peut-être avez-vous des connaissances sur ce contraste. En tout cas, ce qu'on peut résumer, synthétiser, c'est que les sociétés polynésiennes sont souvent des sociétés structurées, voire presque pyramidales, centralisées, où on sait bien qu'on a dans certaines régions de Polynésie des royaumes et des classes sociales stratifiées, voilà, en Polynésie, avec un chef, si on veut, ou un roi, qui aura une sorte d'autorité sur un vaste territoire, tout un archipel, vous voyez, tout un archipel, pensez à l'archipel de Hawaï, ou l'archipel de la Société, on va avoir des archipels entiers soumis à l'autorité d'un seul et même roi ou chef ou structure de pouvoir. Et comme on le sait, une structure sociopolitique qui est centralisée, ça a beaucoup tendance à favoriser l'homogénéité linguistique. C'est ce qu'on voit dans nos pays européens, enfin les pays européens également ont été historiquement depuis quelques siècles fondés autour du centralisme, et ce centralisme a beaucoup favorisé ce qu'on appelle parfois le jacobinisme, en allusion aux jacobins de la Révolution française. Le jacobinisme, c'est l'idée d'un centralisme et souvent avec un volet linguistique qui est l'érosion de la diversité linguistique, en Europe, en France. Qui dit forte centralisation politique dit faible diversité des langues. En Mélanésie, on n'a pas de société aussi structurée. On a plutôt des communautés qui sont réduites en taille, qui sont construites autour de chefferies
locales. Alors on va avoir dans le détail des structures politiques différentes entre la Calédonie, telle région du Vanuatu, le sud du Vanuatu, le nord du Vanuatu, mais essentiellement on va avoir plutôt des communautés, des chaînages, si on veut, de communautés qui sont liées les unes aux autres, qui forment des réseaux sociaux et qui, euh, et qui sont plus décentralisés et pour lesquels on va pas on va avoir beaucoup moins de pression vers l'homogénéité linguistique, en tout cas à l'échelle de vastes archipels. Et vous voyez, il n'y avait aucune raison politique ou sociale pour que le nord de la Nouvelle-Calédonie et le sud de la Nouvelle-Calédonie parlent la même langue. Hein. Donc on a plutôt une fragmentation en plusieurs chefferies qui sont toutes en lien et en contact bien sûr régulier les unes avec les autres, souvent avec de l'exogamie et tout ça. Donc je ne parle pas d'isolement, je parle plutôt de structures décentralisées. Voilà. Le troisième point est important, je pense, c'est quelque chose qui est difficile à observer ou à mesurer, mais qui se dégage un peu des observations que j'ai faites et que d'autres chercheurs ont pu faire sur une différence d'attitude, si vous voulez, d'attitude sociolinguistique entre la Polynésie et la Mélanésie. Mais ça mérite d'être observé encore plus dans le détail dans les prochaines années. L'idée serait la suivante, c'est qu'en Polynésie, du fait de la pression que je viens de décrire pour l'homogénéité linguistique, eh bien, les innovations linguistiques, elles vont apparaître. Innovation linguistique, ça veut dire, on parle la langue de telle et telle manière, et puis on a de nouvelles prononciations qui émergent, du nouveau vocabulaire, des expressions. Donc ça, c'est toutes les langues du monde, c'est universel, qu'on ait des innovations linguistiques qui apparaissent. La grande question, c'est est-ce que ces innovations linguistiques qui vont apparaître régulièrement pendant que les locuteurs parlent la langue et la font vivre, forcément on a toujours des expressions nouvelles. Est-ce que ces innovations linguistiques, elles vont se cristalliser? Est-ce qu'elles vont prendre? Est-ce qu'elles vont se stabiliser dans la langue au point que la langue change? Vous voyez ce que je veux dire? Telle expression, telle nouvelle prononciation, est-ce qu'elle va devenir la nouvelle norme? Voilà, ça c'est une question dans toutes les langues en fait. On a de la variation entre les locuteurs et puis parfois on a une nouvelle norme qui s'est faite. Mon impression, c'est qu'en Polynésie, les innovations linguistiques, certes, elles apparaissent au niveau des individus ou d'un village, mais elles vont vite être corrigées au profit de la norme existante. C'est ainsi qu'on a des langues qui sont conservatrices. C'est-à-dire, si vous pensez au mot femme, fafiné, d'accord, eh bien, il est très possible que dans certaines régions de la Polynésie, eh bien, telle expression, comment dire, qu'il y a eu un mot qui voulait dire non pas femme mais fille ou bien épouse, voilà, qui va commencer à remplacer dans la conversation quotidienne de certaines familles, certains villages, vont commencer à avoir un autre mot pour femme. Mais la pression pour garder le mot fafiné, qu'on entend partout ailleurs, va être forte et va faire en sorte que l'innovation lexicale émergente, qui était en train d'émerger d'utiliser un autre mot, un autre synonyme pour femme, eh bien, n'aura pas pris, ne se sera pas ancré dans tel dialecte polynésien. Si je vous décris ce scénario fictif, côté Polynésie, c'est parce que il contraste avec la Mélanésie, où là, on va avoir effectivement des innovations. Et donc en Mélanésie, on va avoir des nouvelles prononciations pour le mot femme ou pour n'importe quel autre mot, des nouvelles expressions. Mais quelque chose qui est assez marquant en Mélanésie, que j'ai vu au Vanuatu en tout cas, que j'ai ressenti, mais c'est que
chaque communauté en Mélanésie a un ancrage géographique qui est très fort. On est toujours la langue de tel village, la langue de telle île, de telle vallée. Et or, cet ancrage géographique, il est associé à un goût assez prononcé pour la diversité culturelle et linguistique entre les communautés. Chaque société, dans sa vallée, dans son île, connaît les autres communautés. On a des intermariages, on a des contacts permanents, il n'y a pas de problème, on n'est pas du tout isolé. Simplement, on est attaché à ce que notre communauté dans notre vallée prononce les mots de telle manière, utilise telle expression, utilise, comment dire, telle recette de cuisine. J'ai remarqué ça au Vanuatu, qui était, tiens, dans votre village, vous coupez les ignames horizontalement, comme ça. Nous qui sommes le village là-bas, on coupe verticalement. Vous voyez, c'est une attention aux détails, d'une part, et surtout un ancrage de chaque variante. Par exemple, là, je parle de variante dans la recette de cuisine, qui était ancrée géographiquement. C'est-à-dire, au lieu de dire, tiens, toi, ton habitude à toi, c'est de couper les ignames de telle manière, mon attitude, au lieu de l'associer à un individu, de dire, tiens, mon cousin, il fait la cuisine comme ci et moi comme ça. Ce qui m'avait frappé, c'était qu'on décrivait souvent telle ou telle habitude en faisant un lien au lieu géographique. On disait, tiens, dans ce village, voici comment on coupe les ignames. Dans notre village, on coupe différemment. Pareil pour les danses. Tiens, dans ton village, on danse, on fait tel pas de danse en allant 3 pas à droite et 2 pas à gauche. Et nous, on fait différemment. Et c'était toujours ancré géographiquement. Et j'ai un jour fait le rapprochement avec cette diversité, cette mosaïque incroyable linguistique qui fait que, alors que les ancêtres lointains, proto-océaniens, avaient un seul mot pour la femme, un seul mot pour la maison, un seul mot pour la pirogue, etc., et bien au fil des siècles, au fil des générations, il y a eu cette diversification et avec chaque communauté innovant son propre mot pour la femme, comme on a vu tout à l'heure, inaugurant son propre mot pour la maison, qui au départ, parfois on arrive à faire l'étymologie, était un mot qui voulait dire non pas la maison, mais le village, ou la cabane, ou autre chose. Alors, ce que je dis là, c'est que la Mélanésie a un goût prononcé, inconscient à mon avis, et c'est pas forcément conscient, c'est pas forcément raisonné, a un goût prononcé pour la diversité culturelle et linguistique entre les communautés. Et si bien que les innovations locales, on parle en l'occurrence d'innovation linguistique, mais ça pourrait être aussi, donc ça peut être changement phonétique ou lexical, mais on pourrait même parler d'innovation dans la musique, ou dans la littérature orale, ou dans la cuisine, tout ça. Ces innovations locales, elles vont souvent, spontanément, être accueillies positivement dans la communauté et adoptées comme si elles étaient emblématiques d'une communauté locale. Comme je vous disais, quelqu'un qui va se mettre à danser, créer une nouvelle variante d'une danse, eh bien au lieu de le corriger en disant non, tu devrais danser comme on a toujours fait, eh bien il m'est arrivé d'observer à quel point une variante va être vite adoptée par tout le village en disant ah tiens, bonne idée, faisons en sorte que cette variante de la danse devienne emblématique de notre village. Notre village, maintenant, on danse comme ça. Et je vois très bien le phénomène se passer linguistiquement. Des innovations qui sont spontanées, probablement en Polynésie aussi, on avait des innovations spontanées comme ça, sauf qu'en Polynésie, c'était vite effacé pour retrouver la norme ancienne, alors qu'en Mélanésie, on a un tel goût pour la différenciation entre les communautés, entre les villages, que les innovations locales sont adoptées dans chaque communauté, et c'est comme ça qu'on arrive à cette mosaïque incroyable. En tout cas, c'est ma proposition d'explication. Je pense que cette attitude-là, sociolinguistique, elle est
inséparable d'un autre aspect aussi dont j'ai pas parlé, mais que vous connaissez peut-être, de la Mélanésie, c'est ce qu'on peut appeler le multilinguisme égalitaire. Multilinguisme égalitaire, j'ai employé cette expression dans un de mes articles. En fait, je l'empruntais à Audricourt, hein, André-Georges Audricourt, qui en 1961 avait parlé en fait justement de village en Nouvelle-Calédonie, au nord de la Nouvelle-Calédonie, je pense, et il parlait de bilinguisme égalitaire. Donc, on peut élargir son idée au multilinguisme égalitaire, c'est-à-dire cette notion qu'en Mélanésie, comme dans certaines autres langues du monde, certaines autres régions du monde, eh bien, chaque individu est polyglotte. On apprend assez facilement non seulement sa propre langue, ou la langue de sa mère, mais aussi la langue de son père, la langue de sa grand-mère, les langues du voisin. On se marie, on apprend la langue de son époux, de son épouse, et on a une certaine facilité comme ça de passer d'une langue à l'autre. Et sans qu'il y ait jamais de hiérarchie, si vous voulez, entre une langue qui serait plus prestigieuse, plus importante qu'une autre. D'où la notion d'égalitaire. Voilà. Et je crois que cette capacité d'apprendre des langues et d'entendre et d'accepter la langue de l'autre, c'est quelque chose de fondamental à l'esprit mélanésien, si j'ose dire, et que cette ouverture à la diversité, c'est aussi ça qui est la clé pour comment dire, qui permet le développement d'une telle abondance de formes, de prononciation, de dialectes et de langues différentes en Mélanésie. Finalement, donc, ce sont des attitudes idéologiques et culturelles qui, en Mélanésie, favorisent les processus de diversification. C'est un peu la conclusion de mes années de réflexion sur, et de mes lectures sur cette richesse linguistique de la Mélanésie et qui fait de cette région du monde celle qui a la plus forte diversité linguistique au monde, sans compter la diversité phylogénétique qui se trouve dans d'autres régions, mais là on parle d'une diversité qui est acquise en à peine 3000 ans. La Mélanésie a acquis une diversité incroyable. Voilà. Si je conclus ce premier cours, je fais une synthèse un peu de ce qu'on a vu. On peut dire que les 7000 langues du monde sont réparties de manière assez diverse sur la planète. On a un extrême, ce sont les pays d'Europe et les États modernes qui présentent une faible densité linguistique avec des grandes langues, chaque langue ayant typiquement de nombreux locuteurs. Ces langues sont puissantes, sans parler bien sûr du fait que ces langues sont soutenues par des infrastructures éducatives, culturelles, politiques, et cela depuis des siècles. À l'inverse, d'autres régions du monde, beaucoup dans les zones intertropicales, beaucoup aux Amériques, au centre de l'Afrique également, et dans la zone Asie-Pacifique, et bien d'autres régions présentent une plus grande densité en nombre de langues. Plus grande densité, vous l'aurez compris, ce sont des communautés plus petites et malheureusement parfois, souvent, des langues qui sont menacées du même fait qu'elles sont, du fait même qu'elles sont justement des communautés réduites et qui subissent la pression des langues plus puissantes. Et nous avions fait ensuite un gros plan sur la zone Pacifique pour observer les fortes disparités entre deux zones principales. À l'est du Pacifique, la Polynésie, le triangle polynésien, qui présente une faible densité en langue, hein, pas plus. Dans le triangle polynésien, au total, hein, on avait vu que le nombre de langues polynésiennes, au total, c'est pas plus qu'une trentaine, 35. Mais dans le triangle polynésien, pas plus d'une quinzaine de langues polynésiennes. C'est quand même spectaculairement peu de langues. Dans le triangle polynésien, les autres langues polynésiennes, évidemment, sont des outliers qui se trouvent en Mélanésie ou en Micronésie. Et donc, on a une faible densité en Polynésie, comparée à une très forte densité en nombre de langues. Hein. La densité, rappelez-vous, c'est toujours une question de nombre de langues par rapport à la population. Mais
outre la densité qui se mesure quantitativement, il y a aussi la diversité. L'exemple que j'avais pris du mot qui veut dire la femme dans les langues polynésiennes était spectaculairement homogène, très, très similaire d'une langue à l'autre en Polynésie, alors qu'il était incroyablement différent du côté de la Mélanésie. Et ce que je proposais, c'est que cette diversité de la Mélanésie insulaire, elle s'explique par divers facteurs, des facteurs historiques, c'est la profondeur temporelle du peuplement mélanésien qui est un peu plus ancien que celui de la Polynésie. C'est vrai, mais ça ne suffit pas comme explication. La deuxième dimension sont des facteurs politiques ou sociopolitiques, qui est la manière différente dont le tissu social est structuré entre d'une part les régions polynésiennes avec quasiment des États qui sont centralisés et très structurés, par opposition à la Mélanésie où on a plutôt des mosaïques de sociétés qui sont décentralisées, qui sont en réseau les unes avec les autres. Et enfin, dernier point, une attitude idéologique et sociolinguistique qui en Mélanésie favorise inconsciemment, mais qui de facto, ça favorise la diversité entre les communautés. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours sur la diversité linguistique et notre prochain cours portera sur les familles linguistiques sur la planète. Merci.